profite maintenant d'appeler à la tribune toutes les personnes qui vont participer à notre table ronde. Madame Fornereau qui est intervenue tout à l'heure, mais aussi je demande au père Jean-Michael Munier, vous avez été présenté tout à l'heure, vous êtes vicaire général du diocèse de Nancy et Toul. Je demanderai aussi à monsieur Benjamin Fedeli, architecte, de nous rejoindre, ainsi que madame Gaëlle Perrodin. Merci. Je vous en prie. Alors, nous allons commencer cette table ronde, si vous voulez bien, par d'abord interroger ceux qui ne sont pas d'abord exprimés précédemment. Je vais commencer peut-être par vous, Père Munier. Rassurez-nous, les églises intéressent aussi l'affectataire. Et leur avenir aussi. Oui, effectivement, nous sommes un peu intéressés par cette question du devenir des églises, et j'ai eu l'occasion de le dire déjà lorsque nous nous sommes rencontrés avec l'équipe organisatrice de ce congrès. Le diocèse est intéressé par cette question du devenir des églises, et c'est bien comme ça qu'il faut la poser. Ce n'est pas d'abord la question de la reconversion des églises, mais celle du devenir des églises. Et dans le devenir des églises, j'aime bien cette expression d'avoir les portes largement ouvertes des églises, mais d'abord aussi pour leur affectation, pour ce pourquoi elles sont faites. Et il y a aussi dans cette question du devenir des églises à s'interroger sur ce que nous pouvons faire pour qu'elles soient mieux utilisées à la fois comme lieu cultuel et comme lieu culturel. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des associations qui se montent. Au plan national, il y a aussi l'association Église ouverte, par exemple, qui essaye de trouver des solutions pour que ces églises soient ouvertes, pour qu'elles puissent être mises à disposition d'un tas de personnes. Et c'est important. Ceci étant dit, nous avons bien conscience, nous, diocèse, des préoccupations des maires. Je voulais vous citer ici un maire sans le nommer, mais je l'ai croisé en arrivant et il m'a donné l'autorisation de donner son nom, monsieur Caillou, maire de Arnaville, pardon, qui me disait il y a à peu près 10 ans, monsieur le maire, ça ne nous rajeunit pas, qui disait voilà, j'ai une église qui est fermée pour raison de sécurité, si ma mémoire est bonne, et il dit voilà, si je fais les travaux nécessaires, j'endette la commune pour 30 ans, alors qu'il y a un faible pourcentage de mes concitoyens qui sont pratiquants, il y a 3-4 offices par an. Et nous, Église catholique, diocèse, nous devons entendre cela. Je ne sais pas quelle solution il faut apporter, mais nous devons au minimum entendre cette question. Ça ne veut pas forcément dire, et je tiens à le préciser haut et fort, que nous entrons dans les soins palliatifs de l'Église catholique en Meurthe-et-Moselle ou en France. Il ne s'agit pas de ça du tout, puisque vous savez qu'au plan international, l'Église la présence des catholiques ne cesse de croître. Vous savez très bien aussi que si on prend la théorie de Gérard Cholvy, un historien de l'histoire de l'Église, montre, quand il analyse sur une certaine durée la présence de l'Église en France, il parle de flux et de reflux. Et puis la foi, elle n'obéit pas toujours à nos statistiques et à nos courbes, donc on ne peut pas trop envisager l'avenir, même s'il faut tenir compte réellement du présent. Une deuxième chose que je voudrais dire, je ne m'étendrai pas beaucoup parce que Mme Fornereau en a beaucoup parlé, elle a bien présenté la loi 1905. À mon avis, c'est le lieu dont nous devons partir pour mener cette réflexion. Elle s'impose à nous, autant les élus, autant les propriétaires que les affectataires, et c'est à partir de cette loi-là qu'il faut commencer à réfléchir. Je ne vais pas la détailler, mais je rappelle quand même les adjectifs qui sont importants de réentendre. Cette affectation, elle est gratuite, elle est exclusive, elle est permanente ou perpétuelle, selon le mot qu'on utilise. Et il faut bien partir de cela. Et peut-être que cette réflexion du devenir des églises, à partir de cette loi, sera pour nous l'occasion de nous remettre à jour sur cette loi-là. Parce que je constate, moi, dans mon ministère de vicaire général, que tant parfois du côté du propriétaire que de l'affectataire, eh bien, les choses ne sont pas claires, ne sont pas bien connues. 2 exemples rapides. Un curé qui commençait à vouloir percer dans le mur de son église pour des... Voilà, je vois que vous plissez les yeux. Il ne peut pas faire ça, évidemment, ça va de soi. J'espère qu'il ne l'a pas fait, mais je n'en suis pas certain. Et un autre cas, on m'informait il y a peu d'un maire, je ne dirai pas le lieu, même sous la torture, qui organisait régulièrement des soirées crêpes dans l'église. Et ce n'était pas après la messe de la Chandeleur, comme temps convivial, après l'Eucharistie, ça n'avait rien à voir. Donc, c'est bien de repartir de là. Et la troisième et dernière chose que je voudrais dire, c'est nous sommes tenus, me semble-t-il, de tenir compte de la portée symbolique de ces lieux.
Voilà, une église n'est pas un gymnase, même si il y a un intérêt à avoir des gymnases, mais il y a toute une portée symbolique de l'église. Comme d'autres monuments. J'imagine un monument aux morts, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de poilus en vie qu'on va reconvertir le monument aux morts en table pour les aires de pique-nique. Les gens en seraient offusqués à juste titre, et c'est pareil pour l'église. Il y a d'abord la portée symbolique spirituelle, et je me souviens d'un reportage où un maire voulait, avec l'accord de son conseil, détruire une église parce qu'elle n'était plus en état de recevoir les gens pour l'insécurité, et la population s'est soudée, il y a eu un référendum. Et pourtant, les catholiques étaient faibles, pratiquants, et pourtant la population a voulu que cette église soit conservée pour ce pourquoi elle a été faite. Donc la portée spirituelle, aussi une dimension culturelle qui est importante. Le patrimoine français est pour une bonne part un patrimoine religieux, qu'on le veuille ou non. Pas uniquement dans les bâtiments, mais quand on visite un musée, que ce soit les tableaux, les tapisseries, que ce soit les sculptures. Et ça fait partie de notre histoire, et c'est un patrimoine à préserver, même si des églises sont plus ou moins porteurs d'une richesse, mais ça fait partie quand même de l'histoire de notre patrimoine. Et on voit bien aujourd'hui avec les Journées du patrimoine, avec le fameux loto qui a été organisé il y a peu, qu'il y a un réel intérêt des Français pour le patrimoine, pour leur patrimoine. Et la dernière chose que je voudrais dire sur cette dimension symbolique, c'est, parce que la question se pose essentiellement, bien sûr, plus pour le rural que pour la ville. Et de fait, il y a aujourd'hui, quand on traverse la France, on voit bien que tous nos villages ont une église. Et c'est probablement l'héritage d'une histoire où il y avait 80% de la population qui était en rural. Aujourd'hui, je crois qu'on est à 77%, plutôt en urbain. Mais il n'empêche que les églises sont bien présentes, et que moi j'entends beaucoup dans ces villages les gens nous dire eh bien, on se sent abandonné, on a perdu la poste, on a perdu le médecin, on a perdu la boulangerie, on a perdu l'école, est-ce qu'on va perdre l'église? Et il y a toute cette dimension-là aussi dont il faut tenir compte, d'autant que l'Église, donc l'affectataire, est soucieux, même s'il n'y a pas de messe tous les dimanches, mais le culte ne c'était pas que la messe. Et il y a des chrétiens qui s'organisent ici ou là pour faire d'autres temps de culte. Il faut qu'on soit vigilant, nous, l'affectataire, on est vigilant à une présence auprès de tous, et particulièrement des personnes qui se sentent justement abandonnées, plus petits, plus pauvres. Je m'arrête là. Merci beaucoup. On aura d'autres questions à intervenir. Monsieur l'architecte, c'est vers vous que je me tourne. Alors évidemment, cette question intéresse aussi les architectes, mais en quoi vous intéresse-t-elle? Voilà, c'est une question qui est large, puis qui sera certainement prolongée par Gaël Pérodin, architecte des Bâtiments de France, qui sera peut-être plus précise que moi. Moi, j'ai eu la chance d'intervenir sur la réhabilitation, transformation d'une église, justement, et que vous trouverez dans le fascicule qui vous a été donné à Béronne-les-Forbach, département juste à côté. Je n'ai pas encore eu la chance d'intervenir sur une église en Meurthe-et-Moselle, vivement. Mais l'intérêt pour nous, architectes, il a été un peu souligné. Il y a l'aspect cultuel. Je m'en détache volontairement quand je suis dans ma profession, mais sur ce projet, je l'avais appelé volontairement le projet d'une consonne. C'était que du cultuel, on était passé au culturel. Le R qui donne l'air du temps, l'air de la rénovation, l'air du retour aussi à une considération de ces bâtiments. Et effectivement, c'est la dimension du respect qui est importante. Alors moi, j'intervenais sur une église moderne, charpente conçue par Jean Prouvé, un bâtiment qui à la base était même prévu pour être nomade, démontable. Donc il y avait déjà aussi une conception moderne de l'église elle-même sur ses propres bâtiments, de dire qu'on doit aussi suivre le pèlerin. C'est plus simplement le pèlerinage qui va à l'endroit, c'est l'église qui suit. C'était assez intéressant, je trouve, et cette dimension-là, elle intéresse l'architecte dans l'approche que l'on a sur l'usage. Ça, c'est le cœur de notre métier. Je crois que c'est Pierre tout à l'heure qui disait qu'un bon projet, c'est une longue maturation. Et moi, j'ai tendance à dire, nous, architectes, un bon projet, c'est un bon programme. C'est la même chose. C'est ce que tu dis. C'est un projet de groupe, de collectif, de vie. Et si mon maître d'ouvrage n'est pas plus convaincu de ce qu'il souhaite faire, on va forcément un peu traîner. Et voilà. Et donc, du coup, on est aussi moteur, nous, architectes, dans notre quotidien sur des projets neufs, parce que des églises, ils sont construits. Il y en a des très belles. Un exemple pour ceux qui vont à la Défense, vous avez un beau cube, là, très moderne. C'est une église qui est juste à côté de l'Arche de la Défense. Il y en a plein d'autres. J'ai quelques exemples comme ça en tête. On a la chapelle de Ronchamp, à côté de chez nous, le Corbusier, au patrimoine. Voilà. Donc l'architecte, il est finalement un des acteurs, un des jalons. Et puis, je me souviens d'un livre que ma grand-mère m'avait fait lire quand j'étais tout petit.
J'avais 12 ans, je ne savais pas encore que j'allais devenir architecte, mais c'était sur justement la construction des cathédrales et cette fameuse question que l'enfant pose à 3 tailleurs de pierre qui sont au pied d'un édifice, qui ne sait pas encore que c'est une cathédrale. Qu'est-ce que tu fais toi? Je taille un caillou. Qu'est-ce que tu fais toi? Ben, je taille une clé de voûte. Qu'est-ce que tu fais toi? Le dernier compagnon dit ben, moi je suis en train de bâtir une cathédrale, mais c'est la même pierre qu'il taille. Et nous on participe à ça, et je trouve que c'est assez important, avec le détachement forcément religieux, où moi quand j'interviens dans une commune, je travaille beaucoup pour les marchés publics, je ne viens pas avec une étiquette politique, je ne viens pas non plus avec une revendication religieuse quand je suis là, mais par contre le respect de ce pourquoi l'édifice a été construit et comment et avec qui il a été réalisé, c'est très important. Et dans ce projet que la délégation québécoise a fait l'honneur de venir visiter l'année dernière, ils ont pu découvrir justement le respect du bâti initial, de la conception initiale, et que de la même façon, même si le bâtiment avait déjà été désacralisé, nous, architectes, on a quand même été interrogés, questionnés aussi le clergé, je dirais, en même temps que les services du patrimoine, parce qu'il y avait aussi un respect minimum à avoir vis-à-vis du bâtiment sur lequel on devait intervenir. Voilà, donc on est au cœur de tout ça et j'espère qu'on fait le lien. C'est assez important, en tout cas dans ma vision du métier. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Madame Perrodin. Donc vous êtes, vous, architecte des bâtiments de France. Vous êtes aussi responsable de l'UDAP de Meurthe-et-Moselle au sein de la DRAC Grand Est. Vous avez une expérience, je crois, particulièrement à nous faire partager, sur laquelle vous aimeriez revenir peut-être. Oui, alors je commence directement. Comme vous voulez. D'accord. Donc je vais peut-être rappeler aussi dans quel contexte on est amené à se poser les questions, notamment du devenir des églises. Donc une église, c'est d'abord un édifice dans un village, c'est-à-dire qu'il a une place dans le tissu urbain, dans le paysage bien particulière. Donc dans ce cadre-là, on est amené effectivement à préserver avant tout un paysage et l'aspect effectivement symbolique et emblématique dans le paysage d'une église, donc en espace protégé par exemple. Dans le cas où une église est remarquable et a un intérêt local et national, elle peut être inscrite ou classée au titre des monuments historiques. Et là, la DRAC accompagne les projets, l'entretien, les investissements à la fois financièrement en partie, mais aussi en termes d'expertise. Je dirais un rôle aussi un petit peu particulier de l'architecte des bâtiments de France, c'est d'être le conservateur des monuments historiques appartenant à l'État, et ça comprend notamment les cathédrales. Donc là, on est aussi confronté au rôle bien précis de l'affectataire, et moi, en tant que conservateur, je suis responsable de la conservation de l'édifice, mais aussi de la sécurité, de la sûreté des biens dans cet édifice-là. Donc on est confronté à toutes les questions auxquelles on a déjà un petit peu, en tout cas les questions qui ont été posées. Alors oui, l'expérience particulière dont vous parlez, c'est j'étais à peine arrivée en Meurthe-et-Moselle et est arrivé ce projet de fast-food sur l'église Saint-François d'Assise avec tout le monde. On a eu connaissance, il y a eu pas mal d'articles dans la presse, etc. Cet usage, alors avec du recul, je ne sais pas, donc il y a eu un élan en tout cas des associations, etc., pour protéger cet édifice. Alors on ne savait plus trop si c'était contre le fast-food pour l'Église ou voilà. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a eu à un moment donné un débat. Il y a eu un échange avec les services de l'État, avec la commune, avec l'association diocésaine qui est propriétaire de cette église-là. C'est l'autre cas, effectivement, où en tout cas sur ce type de bâtiment-là, on peut avoir la propriété de l'association diocésaine. Et tout le monde s'est mis autour de la table pour évaluer cet intérêt patrimonial, à la fois collectif, à la fois dans l'histoire de l'architecture. C'est une église conçue par Henri Prouvé. Il y a d'abord eu, on va dire, un statu quo, l'instance de classement. C'est une possibilité à un moment donné de dire oui, il y a un intérêt, mais il faut bloquer pendant 1 an les projets et on se laisse le temps de réfléchir. Suite à ça, l'église a bien été protégée au titre des monuments historiques. Voilà. Mais ça ne résout pas tout.
On n'a pas pour autant trouvé un usage. En tout cas, on peut imaginer tout un tas de choses, mais pour l'instant, on est encore au stade de réflexion. Le bâtiment, on sait, il est toujours là. Il y a encore des velléités de vente de la part de l'association diocésaine, mais qui doit prendre la main? Et pourquoi pas un restaurant finalement? Et pourquoi pas, voilà. Pour l'instant, on est encore sur ces réflexions-là. Alors moi, je vais rebondir un petit peu sur la question du partage des usages. Parce que forte de l'expérience justement au Québec, on parlait par exemple de la fromagerie. Voilà, c'est un bon exemple. Il faut savoir que dans l'église, on a cette fromagerie, mais il y a encore la partie du cœur de l'église qui est vouée au culte. Donc on a une division des usages qui est assez étonnante. Voilà, donc on peut voir le temps se faire sur les fromages dans la salle d'affinage. On monte, on boit un petit verre et on fait une petite dégustation et on passe de l'autre côté. On redescend dans le cœur et là on nous dit, oui, il y a toujours un culte qui se passe dans cet endroit-là. Donc ça, aujourd'hui en France, c'est compliqué, on l'a bien vu. C'est quelque chose, pour l'instant, je n'ai pas d'exemple, si ce n'est, on va dire, les concerts qu'on fait dans les églises ou les cathédrales via des conventions, via l'autorisation des affectataires, on a bien ce partage d'usage, mais en termes d'espace, c'est-à-dire si on imaginait couper une église en deux et faire d'un côté encore le culte et de l'autre côté un autre usage, ça c'est quelque chose, selon moi, qui est une réflexion qu'il faut pousser en France et qui est sans doute possible quand même. On parlait de désaffectation. Est-ce qu'on peut désaffecter partiellement un édifice? Ça, je pense que c'est une vraie question. Est-ce qu'on peut, à un moment donné, je parle très pratico-pratique, diviser l'église, faire, comme on le fait parfois, une division parcellaire. D'un côté, on désaffecte, de l'autre côté, pas. Ce qui permet quelque part, et puis après on trouve avec nos architectes l'intervention qui va bien pour pouvoir intégrer tout ça. Voilà, ça me semble un point important. Et du coup, je reviens sur Vendeuvre. Par exemple, Vendeuvre, on a une salle de cinéma en dessous. On a une petite chapelle qui sert encore, une chapelle de semaine, qui sert encore au culte. Voilà, et on a un grand espace qui pourrait être voué à un autre usage. Donc là, clairement, les édifices eux-mêmes, y compris les édifices anciens, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'églises qui ont été reconverties. Donc l'Axou, c'est une église des 30 Glorieuses d'après-guerre. L'église de Crune, elle est un peu particulière. Donc c'est quand même des édifices qui sont un peu plus faciles à reconvertir que nos églises plus anciennes. Mais même dans nos églises plus anciennes, on a des chapelles, on a la chapelle de semaine, on a la crypte. Et même dans les églises plus anciennes, à mon sens, on a peut-être cette possibilité-là de les diviser de manière respectueuse, bien sûr avec des usages qui puissent bien fonctionner les uns avec les autres. Et voilà, ça me semblait être une piste intéressante à creuser chez nous. Voilà. Vous avez soulevé, merci madame, beaucoup de questions qui vont être débattues tout au long de la journée. Avant, peut-être que vous allez pouvoir répondre les uns et les autres à cette question-là. J'aimerais vous interroger sur un autre point. Et vous levez la main si ça vous intéresse. Il y a un second micro, d'ailleurs, si on peut se le répartir d'un côté et de l'autre du plateau, ça serait très bien. Je vous en remercie. Il y a une chaise vide ici, et vous représentez beaucoup d'acteurs de ce patrimoine religieux. Dans les temples yaviques, la place vide, c'était le siège où on signifiait la présence de Dieu. Je ne pense pas que ce soit le cas ici forcément, mais il y a peut-être un absent dans cette table ronde, c'est la population elle-même. Alors elle se manifeste diversement par des groupes d'associations patrimoniales parfois locales. Vous avez cité, Madame, tout à l'heure un groupe, mais je crois que c'est plus un groupe qui est plus politique que véritablement patrimonial. Mais la population se manifeste aussi. Et est-ce que le président Baumann le rappelait un petit peu tout à l'heure, à qui appartiennent vraiment ces édifices? Est-ce qu'ils n'appartiennent pas aussi au-delà du propriétaire légal, peut-être aussi au-delà de l'affectataire lui-même? Comment on prend en compte ce que pourrait exprimer une population locale sur le devenir de son église?
Si vous voulez intervenir, j'en prie, madame. Je voudrais vous parler des cloches. Bon, c'est peut-être anecdotique. Comme disait Alphonse Allais comme disait Alphonse Allais, dans Ton clocher, il y a quelque chose qui cloche. C'est les cloches. Les cloches, elles rythment notre vie, de notre baptême à malheureusement notre dernier jour. Mais les cloches dans une commune, alors nous les maires, on rouspète toujours après les nouveaux habitants qui viennent dire que les cloches sonnent trop souvent, sonnent trop fort, que l'angélus du matin est trop tôt, que l'angélus du soir les perturbe. Enfin bon, les cloches, elles rythment quand même énormément notre vie. Et bien au-delà de l'appel à la pratique religieuse, de l'appel pour les offices, mon père, les cloches, c'est aussi, elles peuvent sonner en permanence dans le cas d'une catastrophe. Bon, moi qui suis dans la vallée de la Meurthe, avec un gros barrage pas très loin, j'espère ne jamais avoir à déclencher les cloches, mais on peut se dire aussi que si il y avait une catastrophe, on ferait sonner les cloches en permanence. Et puis, il y a, alors c'est une idée de Thibault Bazin, je ne sais pas s'il est encore là, notre député, le 11 novembre 2018 à 11h11, toutes les cloches de toutes les églises de France sonneront pendant 11 minutes. Et évidemment, on est au-delà de la signification religieuse, mais les cloches, c'est quoique, comme la place vide. Voilà, c'est un élément déterminant de notre vie, surtout évidemment dans le monde rural où on est plus proche et où les cloches sont plus audibles de n'importe quel point de la commune. Je voulais apporter ce témoignage-là. Merci beaucoup. Père, vous voulez dire quelque chose là-dessus, sur comment se manifeste la population sur un projet qui... Je ne sais pas comment elle se manifeste. Enfin, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle pouvait réagir parfois. L'exemple que je vais donner du référendum, où les gens se sont mobilisés. C'est évident. Moi, même sur les réseaux sociaux, je peux voir j'ai pas mal de jeunes. J'étais très investi dans la pastorale des jeunes qui mettent plus forcément les pieds à l'église, mais qui réagissent tout de suite dès qu'il y a une question qui concerne l'église. Et même l'église avec un E majuscule, la communauté catholique, ou l'église avec le bâtiment. Et c'est important de prendre le temps, justement, c'est que s'il y a une question qui se pose, il faut inévitablement associer la communauté chrétienne, c'est va de soi, et la communauté de la commune en question, du village en question. C'est important. Et du coup, il faut prendre le temps. Moi, c'est ce que j'ai aimé dans la réflexion que j'ai eue lorsque j'ai rencontré donc les membres du CAUE, lorsqu'on a échangé ensemble, justement, de se dire que les expériences que vous aviez évoquées, qui seront peut-être évoquées au cours de ce colloque, ont toujours pris beaucoup de temps. Parce que moi, je vois bien, il y a des endroits où même nous, diocèse, association diocésaine, on a été un peu vite. Et on peut blesser des gens, on peut casser des gens parce qu'il y a toute une histoire derrière. Et même, par exemple, quand nous nous posons la question tout simplement de salles paroissiales, parce qu'elles sont plus aux normes, parce que le chauffage n'est plus ad hoc, parce que ça coûte trop cher, et que parfois, simplement en refaisant neuf, ça coûtera beaucoup moins cher en entretien, etc. Et on a tout de suite des vives réactions, parce qu'il y a une histoire, parce qu'il y a une attache. Alors, c'est compliqué d'expliquer aux gens que c'est pas parce que le grand-père a fait la peinture de la salle paroissiale qu'on va forcément la garder en état. Et en même temps, il faut entendre cela, et c'est important. Et surtout dans ce qui concerne les églises, on a parlé tout à l'heure de maison du peuple pour les églises. Bon, je considère que c'est la maison de Dieu, et parce que c'est la maison de Dieu, c'est la maison de tous, la maison du peuple, ça va de soi. Et donc, il faut entendre ce peuple qui est attaché à ce lieu et qui a des choses à nous dire aussi. Merci beaucoup. Je voulais apporter un petit témoignage sur l'église de Béronne-les-Forbach, parce que ce qui est intéressant, c'est dans son histoire, d'où elle se situe, c'est une cité minière. À la base, c'était une population d'immigrés, beaucoup, italiens, polonais, qui étaient là. Donc on avait donc des pratiquants, beaucoup. Et puis il y a une mutation de la société, et puis il y a des vagues d'immigration nouvelles qui sont arrivées. Et puis cette église, elle s'est vidée, tout simplement parce que aussi ceux qui habitaient autour, finalement, n'étaient plus même de confession catholique. Et à un moment donné, il y a aussi... alors je témoigne un peu pour la ville de Béronne, qui était mon maître d'ouvrage, mais avec qui on a eu beaucoup d'échanges, parce que ce lieu de culte, il a été à un moment donné au cœur même d'un quartier qui était habité par... plus qu'une majorité de personnes qui n'étaient pas du tout catholiques, qui allaient plutôt à la mosquée, qui était de l'autre côté de la ville. Et du coup, il y a une forme
de rejet, mais en même temps de respect aussi. Ce bâtiment n'a jamais été atteint par une dégradation particulière, au-delà des enfants qui peuvent jeter un ballon, un caillou par inadvertance. Et ça, c'est assez intéressant. Et la transformation de ce lieu cultuel en culturel devenu bibliothèque a réouvert les portes. Et c'était aussi mon projet à moi, de réouvrir le bâtiment qui était un peu introverti, de l'extravertir physiquement par des fenêtres, par des gestes d'architecte, en respectant le bâtiment. C'était important. Là, il n'y avait pas de clocher sur ce bâtiment-là. C'est une sirène, un mégaphone, un gigaphone, quoi, qui, comme ça s'est fait beaucoup d'ailleurs à cette époque, qui était posé sur un épignon, que j'ai demandé à ce qu'on préserve pour le symbole, qui n'a plus d'usage, mais pour le symbole. Vous voyez, cette église en fonte, elle n'existait pas. Et tout ça pour dire que du coup, cette transformation politique, puisque c'était de là, c'est aussi que ça a démarré, elle a réuni le quartier. Et ça, moi qui suis de choix plutôt vers plusieurs confessions, j'ai aussi un parcours de voyage grâce à mes parents qui m'a permis de m'ouvrir à d'autres religions. Et j'ai trouvé ça super. Et du coup, à l'inauguration de ce bâtiment, qui était une église que tout le monde savait, parce qu'on a laissé aussi des signes très clairs sur le bâtiment, mais il y avait la réunion de cette population, parce que c'était aussi le fond de votre question, comment les gens accueillent ou rejettent et comment se font les choses. Et là, c'était vraiment l'histoire d'un lieu, d'une ville neuve, quelque part, qui elle-même avait en 30 ans, hein, c'est assez rapide, muté, et puis un bâtiment qui aurait pu être finalement rasé, puisqu'il était prévu nomade, alors avec des pignons en grès massifs comme ça, c'était un peu compliqué de le démonter tous les jours. Mais voilà, il est resté en place, il a retrouvé une vocation, et à un moment donné, la question s'est posée d'une petite salle paroissiale quand même, mise à contribution, en même temps que le bâtiment pouvait rester bibliothèque. Après, pour d'autres raisons financières, malheureusement, c'est le triste nerf de la guerre, l'association paroissiale a décidé de faire autrement, et ils ont repris un autre bâtiment. Et on a gardé, même à l'arrière de l'église, excusez-moi le terme vient de m'échapper, mais l'endroit où juste on déposait le cercueil, mais ça a été aussi conservé et préservé voilà, avec une autre affectation, mais sans dégrader. Et la population, celle qui utilisait avant, et celle qui habite le lieu maintenant, finalement, tout le monde est d'accord, quoi. Et ça, c'est plutôt une réussite. On la doit à la municipalité qui avait lancé ce projet et initié, mais c'est aussi à toute l'action qui a été menée autour de tout ça. Voilà, petit témoignage par rapport à la population. Merci beaucoup. Madame Perrodin, j'aimerais vous entendre aussi, parce que bon, un classement d'une église, ça n'est pas il y a toujours un caractère esthétique évident, il y a la geste architecturale si son auteur est célèbre, mais parfois il peut y avoir aussi une pression populaire ou une pression médiatique qui vous somme finalement de vous positionner sur le caractère de ce bâtiment. Faut-il le classer ou pas? Oui. Est-ce que... Alors effectivement, ce qui est important dans tout projet, que ce soit le projet de protection, de classement ou sur le futur usage qu'on va faire de l'église, le maître mot quand même, c'est qu'il soit partagé, vraiment. Et c'est vrai, dans cette notion de concertation, je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Pour moi, c'est plus que de la concertation, c'est de la co-construction à un moment donné d'un projet. Mais même la DRAC, quand elle va protéger un édifice, on s'attache au fait que le propriétaire lui-même, que les acteurs locaux soient convaincus de cette protection-là. Pourquoi ? Parce que le but, c'est pas d'arriver avec l'outil tout-puissant de protection et que derrière, les projets qui suivent ne soient pas partagés. Ce serait complètement contre-productif. Voilà. Et c'est vrai que moi, ce que je constate quand même, c'est qu'on construit certains projets par de la concertation, mais parfois de la concertation un peu à l'envers, c'est-à-dire que le français est quand même un peu râleur, non ? Enfin, un petit peu dans le... Voilà. Parfois, donc, on s'oppose pour... c'est ce que je disais, l'église de Saint-François d'Assise. En fait, à un moment donné, il a fallu qu'il y ait un projet qui crée le débat pour qu'on se pose la question. Alors que l'idéal, quand même, c'est de se poser la question encore bien avant et de se dire, voilà, cette église dans le village, comment elle est vécue, comment elle est partagée, parce que
certes, ça fait écho pour les personnes qui sont nées là, qui ont été baptisées là, mais même nos villages changent complètement. La population n'est pas la même. Il y a des nouveaux habitants, des jeunes couples, des gens qui ne sont pas forcément ancrés sur le territoire. Suivant les régions, on ne partage pas forcément l'intérêt du patrimoine de la même façon. Voilà, donc cette co-construction du projet, je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus et qu'on soit acteur de cette façon de penser là. J'ai peut-être été un peu volontairement, j'ai dit qu'on était dans l'opposition, mais c'est ce qui se passe. À partir du moment où il y a un projet qui sort aujourd'hui, il y a tout de suite forcément une opposition, alors que bon, ce serait quand même plus adapté de se mettre autour de la table bien en amont des projets. Madame Forneroux, je ne vous ai pas entendu encore pour l'instant, mais j'aimerais avoir votre avis sur tous ces avis de jurisprudence que vous nous avez étalés. Ils règlent généralement des situations de conflit. Est-ce que vous en faites, vous, une lecture justement par rapport à ce qui s'est dit Est-ce qu'il y a un problème de concertation au départ, toujours? Est-ce que c'est pas le point névralgique, finalement, de toutes ces difficultés? C'était la philosophie de ces dispositions qui ont été adoptées en 2006. C'est effectivement, rien ne vaut le dialogue. Et autant essayer de le favoriser. Alors, c'est ce qui, à mon avis, a suscité un peu de la jurisprudence et ce besoin d'interprétation de ces dispositions de l'article L2124-31 du CG3P. C'est que en fait, ces dispositions sont le fruit un peu d'un compromis. Il y avait d'un côté, il fallait respecter ce principe séculaire d'une affectation réputée exclusive, parce qu'effectivement l'exclusivité n'apparaît pas en tant que telle dans la loi de 1905, et si on tient compte ne serait-ce que de la possibilité de prévoir des sonneries civiles, parce que les sonneries civiles sont régies par la loi 1905, comme les visites des édifices et des objets classés au titre des monuments historiques. Mais il y a effectivement cet attachement à une affectation exclusive, en tout cas considérée comme prépondérante, et surtout une affectation légale. Légal, voilà. Légal, effectivement, il avait été, parce que l'idée d'une convention, effectivement, que les parties se mettent autour de la table et décident ensemble de l'usage ou voire éventuellement de l'avenir d'une église, c'est une idée qui est relativement ancienne, en tout cas qui s'est fait, qui a mûri au fur et à mesure des années, puisque cette problématique dont on parle aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. Et il y avait ce poids, effectivement, de la consécration de l'affectation cultuelle par la loi de 1905 et surtout par la loi de 1907. L'argument était de dire qu'on ne contractualise pas la loi de l'affectation cultuelle qui est légale. Alors, on a trouvé effectivement ce compromis avec l'accord préalable, mais de l'affectataire cultuel, qui était considéré comme un accord unilatéral. Et là où, effectivement, ça a été rédigé de façon peut-être un peu maladroite, c'est qu'en fait, c'est quand même une invitation à se mettre d'accord. Voilà. Ce n'est pas l'accord unilatéral de l'affectataire cultuel qui dit oui ou non. On se met d'accord sur les modalités d'un usage. C'est une invitation à discuter. Voilà. Et ce qui est un préalable, à mon avis, absolument fondamental. Et moi, je serais curieuse de savoir, après, ce sont les pratiques qui nous informent, de savoir jusqu'où peut-on remonter, effectivement, dans la prévision d'un tel dialogue. Faut-il... Alors, c'est assez humain aussi d'attendre qu'il y ait une difficulté pour que, voilà, on se pose la question de que va-t-on savoir quoi faire et vers qui va-t-on se tourner, qui va-t-on convier autour de la table, ça c'est certain. Et pour répondre sur la question de l'affectation, alors, la désaffectation, effectivement, peut être tout à fait partielle. C'était le cas de la tour Saint-Paterne à Orléans.
sachant que l'affectation concerne l'ensemble du bâtiment. Donc on peut tout à fait effectivement décider que la tour ou effectivement une autre partie serait désaffectée. La désaffectation, et là on dépasse, on sort du strictement juridique, elle a une dimension symbolique qui est très forte. À la fois, c'est une source de protection. Effectivement, cette affectation, ça permet quand même de se poser la question du sort de cet édifice. Alors, c'était une protection, enfin, l'esprit de 1905, c'est celui-là, c'est une protection de la liberté de religion. Et c'est devenu, on s'est aperçu au fil des années, que cette affectation et le régime de domanialité publique participaient d'une protection matérielle de l'édifice. Et là, donc, la question de l'affectation, de la désaffectation revêt une dimension vraiment très symbolique. Alors, pour faire un rapide retour en arrière, je sais, ça a été dit ce matin, la question s'est posée. Voilà, il faut observer que, alors, soit on était en retard en France, soit les Québécois étaient très en avance pour discuter de ces questions-là, de l'avenir du patrimoine religieux. Ils sont de toute façon très en avance. Mais c'est le régime des églises paroissiales, les cathédrales un peu à part, a concouru à cet état de fait. C'était tant que les communes continuaient, pour différentes raisons, à entretenir, là, il n'y avait pas de raison majeure de modifier ce qui avait été posé il y a un siècle. Voilà. Donc la question ne s'est pas posée parce qu'effectivement, elle pouvait être confortable en l'état. Mais après, la désaffectation, c'est une décision sans retour possible. Il n'y a pas de retour à l'existant, à la situation antérieure. Donc on peut réaffecter à d'autres usages, ça restera une affectation domaniale. On peut décider éventuellement, par exemple, une mise à disposition pour d'autres cultes, d'autres associations religieuses, mais ça ne se fera pas dans les conditions de la humanité publique cultuelle antérieure, du temps de l'affectation cultuelle légale. Voilà. C'est pour ça qu'on peut hésiter à franchir le pas. Voilà, la désaffectation, sachant que c'est un processus qui peut s'accompagner, comme on l'a vu, à la suite d'une concertation, d'une discussion, et puis elle peut être aussi une voie médiane, ça peut être la désaffectation partielle, effectivement. Merci beaucoup, madame, de cet éclairage qui est important dans le débat aussi. Vous avez entendu, Père, après je voudrais qu'on passe aux questions à la salle, plusieurs demandes d'usage partagé. Madame la présidente de l'Association des maires nous a dit, est-ce que là où il n'y a plus de vie chrétienne permanente ou assez vivante, est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce que cette question, vous pouvez l'entendre ou est-ce que vous la rejetez Je pense qu'on peut entendre toute question, et heureusement, et on peut, et je dirais même on doit réfléchir, se mettre autour de la table, discuter ensemble. C'est pas sans poser question, ça fait qu'à son partagé, ça vient d'être évoqué à l'instant. Donc il faut vraiment qu'on se la pose. Moi, je pensais en entendant cela, même il y a des endroits où il reste un culte très, très sporadique, mais vous imaginez des gens qui demandent, suite à un décès, des obsèques, c'est encore des lieux où les gens tiennent à leur église. Et bon, alors je suis très amateur de fromage, mais j'ai du mal à envisager, vous voyez, les obsèques avec, là même si on peut vraiment couper, ça dépend vraiment des tailles des églises, tout ça, il y a probablement des choses à réfléchir. Je crois vraiment qu'on peut et qu'on doit réfléchir, qu'on doit parler ensemble. Je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être indifférent aux questions actuelles, ça c'est clair. Si l'église l'était, elle serait livrée hors du monde, elle serait dans les nuages, et même si on a déjà la tête dans le ciel, on a les pieds clairement sur terre. Et on doit prendre compte de la situation telle qu'elle est actuellement, à la fois du côté de la pratique religieuse objective telle qu'elle est dans notre pays, et des soucis que les maires nous évoquent, et à juste titre, il faut les entendre. Après, je ne sais pas vers où il faut aller. D'ailleurs, je pense que si on savait, on n'aurait peut-être pas fait ce colloque, ça aurait déjà été décidé, on ferait tout ce qu'il faut. Donc si on se met à réfléchir ensemble, c'est parce que justement, il faut qu'on tâtonne, qu'on réfléchisse. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure à M. Baumann, moi j'attends beaucoup sur l'après-colloque pour que vraiment on réfléchisse ensemble au devenir des églises. Merci beaucoup.
Mesdames, Messieurs, chers amis, les micros vous sont disponibles. Il suffit de lever le bras. Monsieur. Première question. Je vais poser la si première possible, question. des questions courtes pour qu'on ait des réponses courtes. Elle sera très courte. Alors, j'ai entendu la réponse à la problématique soulevée par Gaël Pérodin sur l'usage mixte. Alors, j'ai bien entendu qu'effectivement, on pouvait en discuter, mais je voulais savoir si, comment je pourrais dire, canoniquement ou juridiquement, c'est faisable de désacraliser une partie d'une église, si on peut aller jusque-là, ou jusqu'où on peut aller ou ne pas aller. Voilà. Oui, attends, il faut bien faire effectivement la distinction d'un point de vue terminologique entre la désacralisation et la désaffectation. Là, la désacralisation, le droit français n'a absolument pas à se prononcer. Effectivement, c'est une procédure de droit canonique. Il est une église désacralisée peut toujours être administrativement, juridiquement affectée au culte. Et effectivement, une église qui sera désaffectée peut toujours être... voilà, les deux procédures relèvent d'ordres juridiques différents et indépendants. Voilà. Mais sur l'usage mixte, alors juridiquement, en droit français, c'est possible, effectivement, il suffit de, entre guillemets, enfin, la formule n'est pas très heureuse, mais de découper l'édifice. Parfois, l'architecture s'y prête. Effectivement, on va, et même de fait, même avec une affectation encore totale, de fait, on a des célébrations qui sont regroupées dans une chapelle latérale, ou plutôt on se rapproche du chœur. Voilà, on tient compte, ne serait-ce que parce que c'est plus simple de chauffer une chapelle latérale que l'ensemble de l'édifice, et ça coûte beaucoup moins cher. Mais après, canoniquement, je ne sais pas si, voilà, je ne peux pas vous donner une réponse, s'il est possible d'envisager des usages mixtes. Au plan canonique, on a des gens plus compétents que moi, mais c'est vrai que ce n'est pas la même procédure, parce qu'une fois qu'il y a eu la désaffectation, voilà, avec le décret du préfet qu'on a vu tout à l'heure, il y a tout un processus canonique d'engager l'évêque, effectivement, faire un décret d'exécration, ça s'appelle, et avant ce décret-là, il y a toute une consultation à la fois des gens locaux, il y a tout de suite, il y a aussi, alors le père Demenoy, là, il est plus compétent que moi en droit canon, c'est notre spécialiste, il peut peut-être répondre. Donc juste une réponse à titre privé, mais sur le plan canonique... Est-ce que vous pourriez vous lever, s'il vous plaît? Merci. Merci. Donc l'abbé Pierre Demenoy, curé de paroisse et canoniste, mais je répète, je parle en mon nom. Donc effectivement, sur cette question, puisque de ce que vous venez de dire, on sent bien que le cœur du problème, c'est la question de l'affectation légale. D'ailleurs, ce qui me fait faire une petite remarque, c'est qu'à la fois dans les documents qui sont présentés dans la plaquette et dans les différents exemples qui ont été cités, on cite davantage, pour ne pas dire exclusivement, des églises qui sont postérieures à 1905, donc qui ne sont pas grevées de l'affectation légale. Ce sont des églises qui appartenaient, pour la plupart, donc, à l'association diocésaine, donc ça ne se pose en la question que des problèmes canoniques, et pas des problèmes juridique au plan de l'affectation légale. Je pense que c'est important parce que sinon on peut en fait faire des contresens à travers les exemples que l'on a sous les yeux et les églises qui ont été citées, Sainte-Barbe de Crune, Saint-Paul de Laxou, etc., qui n'ont jamais été affectées au culte d'un point de vue légal, hein, chère madame. Voilà. Donc se pose la question de la dimension canonique. D'un point de vue canonique, pour nous, une église, elle a son unicité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer qu'il y a une partie qui serait, en quelque sorte, affectée d'une manière canonique. Vous voyez, la difficulté, c'est que le langage, il revêt à la fois sa dimension civile et sa dimension canonique. Mais le culte, il s'exerce sur la totalité de l'Église. D'où la réticence des canonistes pour accepter toute forme de, d'usage partagé sur le plan canonique. Et je crois que sur ce plan-là, d'ailleurs, on rejoint la dimension civile où, comme vous l'avez très justement rappelé, mis à part quelques arrêts, mais qui sont davantage des arrêts d'espèce, hein, celui des Sainte-Marie de la Mer, où manifestement le droit civil aussi montre très clairement qu'il est contre dans l'état actuel de la législation, tout au moins, contre un partage de l'affectation d'un point de vue civil. Donc là, sur ce plan-là, et sur le plan civil et sur le plan canonique,
nous sommes plutôt d'accord. À ma connaissance, mais je l'ignore peut-être, mais je ne vois pas d'église antérieure à 1905 qui aurait été désaffectée partiellement sur le plan de la loi de 1905 en ne conservant qu'une partie. Il y a eu cette histoire de la tour Saint-Paterne, mais je crois savoir qu'il y avait une dimension où les deux bâtiments étaient totalement séparés, donc sans contiguïté géographique, et donc le fait que voilà, c'était en quelque sorte deux bâtiments distincts. Mais pour un bâtiment qui n'est pas dans cette situation géographique, où il y a une unicité du bâtiment, il n'y a pas, en principe, à ma connaissance, d'exemple d'une désaffectation partielle sur le plan civil. Et sur le plan canonique, les canonistes sont très réticents sur le plan d'un usage partagé. Et on sent bien que c'est le cœur du problème. Alors je ne dis pas que la chose est simple, en tout cas, voilà, je donne une réponse assez claire. Pour une fois qu'un prêtre parle clairement. Voilà. Une question, s'il vous plaît. Alors, voilà. Micro. Oui, c'est justement sur cette réponse de Monsieur l'abbé. Je ne connais pas bien le droit canon, mais j'avais une question sur cette notion d'unicité. Et parce que j'ai vu au Québec des églises d'utilisation partagée. Et si je vous ai bien écouté, vous nous dites que dans le droit canonique, ça n'est pas possible. Alors, est-ce que le droit canonique a une portée internationale? Et qu'est-ce qui ferait alors qu'au Québec, ce serait possible? Ça, c'est une question en termes de droit canon. Après, en droit civil, il me semble, et c'est la question que je voulais poser à cette assemblée géniale et compétente, de savoir s'il n'y a pas des évolutions à proposer pour permettre des utilisations partagées des édifices religieux. Je profite de cette question pour saluer toute l'Assemblée, puis vous dire mon bonheur d'être là, puisque j'étais président de la communauté de communes de Made et Moselle avant Gilles Soulier, qui m'a envoyé au Sénat depuis. Et c'est en 2011 qu'on a eu un voyage d'études au Québec qui nous a donné l'idée de creuser cette question extrêmement complexe. Et j'ai souvenir dans ma petite commune de Limay d'une bagarre épique autour des frais à faire pour refaire l'église. Les façades mettent une grosse somme, et on a vraiment eu la bagarre comme dans les films de Don Camillo. Voilà, c'est ça, où il y avait les laïcards qui disaient pas un sou dans l'église, et puis les autres, mais non, voilà. Et un jour, le plus laïcard est revenu en conseil municipal en disant tiens, je revenais de Pont-à-Mousson et je me suis imaginé qu'un jour l'église serait plus là. Par exemple, qu'on la démolisse, puisque certains avaient proposé des changements d'affectation, le silo à grains, ça sort toujours dans les communes, dans un secteur agricole céréalier, enfin bref. Et le gars a dit, non, j'ai imaginé qu'en remontant de Pont-à-Mousson, un jour, je ne verrai plus mon église, ce ne serait plus mon village. Alors, vous avez parlé, monsieur l'abbé Munier, de la maison du peuple, ça me semble un peu fort, tout de même, parce que je ne sais pas ce qu'en droit canon veut dire maison du peuple, mais ça ne doit pas être exactement ça. On peut constater quand même que dans la loi de séparation de 1905, les communes sont devenues propriétaires sans la jouissance, et aujourd'hui, ça pose tout de même question. En tout cas, voilà pour ma question, et merci à tous d'être présents. Juste une réponse canonique, et après c'est madame, je promets que... Ah, moi, que vous voulez dans le même sens ? Allez-y, madame. Alors, allez-y, madame. Allez-y, madame. Donc, je vais rebondir sur ce que vous venez de poser comme question. Donc, je suis Nanou Bouillet, présidente d'Église ouverte Grand Est. Vous m'avez cité tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc, je rebondis sur l'utilisation partagée. Et il faut bien faire la distinction, à mon avis, et je pose la question notamment à l'architecte, il faut bien faire la distinction entre l'utilisation partagée, qui est certainement une très bonne idée, et l'affectation partagée et la division du bâtiment. En divisant le bâtiment, en séparant les fonctions du bâtiment, on divise l'œuvre de l'architecte et la raison d'être de l'Église. Donc, l'Église a été construite de cette manière-là pour
pour une bonne raison, et elle est une et indivisible quelque part, enfin sans se lancer dans la philosophie ou la foi. Le bâtiment est un et indivisible. Si on divise, ne serait-ce que visuellement et aussi dans la pratique, on perd l'œuvre, pour être large. Ma question doit être courte, donc j'essaye. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de dire? Je rebondis aussi, enfin je comprends très très bien pour les maires justement la nécessité de cette utilisation partagée, mais il y a moyen d'obtenir cette utilisation partagée autrement qu'en affectant différemment le bâtiment en différentes parties. Et c'est tout à fait vrai ce que vous disiez, dans les villages, on est très très attaché à cette église et on ne veut pas, même si elle ne sert plus pour les offices dans certains cas, l'utiliser de manière partagée est une très très bonne idée. La preuve que c'est quelque chose qui tient à cœur des gens, c'est que encore la signalétique des agglomérations sur la route montre l'église au milieu du village, ou bien moi je suis meusienne, en Meuse, le logo du département, ben c'est un clocher d'église. Oui. Ah oui, tout à fait. Donc voilà, utilisation partagée, mais peut-être pas affectation différente. Merci madame, merci Nanou Bouillet de votre témoignage. Madame a su, il faut savoir, réintéresser les jeunes de sa commune à leur église, et ce n'est pas une mince affaire, ça serait un exemple à être connu. Madame, dernière question, parce qu'après il va falloir que nous nous séparions, oui. Mais j'aurais quelques éléments de réponse aux questions qui ont été posées. Je vous écoute. Marie Glock, conservateur des monuments historiques. Moi, je voulais évoquer la question, à la suite de mon expérience dans le département de la Moselle, d'un phénomène qui a existé dans certains tout petits villages après 1870 et la venue des protestants venus d'Allemagne. C'est la question des simultanéums, ou simultanéa, avec une affectation catholique et protestante. Et est-ce qu'on pourrait, et ça c'est peut-être une question à ne pas poser, mais je la pose quand même, est-ce qu'on peut juridiquement et canoniquement réfléchir aujourd'hui à une affectation à plusieurs cultes d'un même édifice, fut-il au départ construit et donc liturgiquement construit pour servir au culte catholique? Merci, voilà. Merci de votre question. Alors nous avons plusieurs questions à répondre. Je suis désolé, là, nous sommes là, il est 13h, je devrais rendre l'antenne. Je demande l'indulgence, j'aimerais qu'on garde au moins 5 minutes d'attention encore. Il y avait une question rapide, est-ce que le droit canonique est international? C'est la question qui nous avait été posée, est-ce que vous pouvez nous répondre rapidement là-dessus? Le droit canonique est international, effectivement, donc je ne sais pas comment les canonistes du Québec se sont débrouillés sur cette affaire-là. Vous avez noté quand même le terme que j'ai utilisé, je n'ai pas dit impossibilité, j'ai dit très grande réticence. Bien, mais je ne sais pas comment les canonistes du Québec se sont débrouillés. Voilà. Alors, objet à suivre. Mais oui, c'est universel. D'accord, merci. Sur la question division, séparation, est-ce que vous avez des choses à dire les uns les autres, à répondre sur la remarque de Madame Bouillet? Je vais faire une réponse datée. Datée en 2 mots. Je vous laisse deviner, c'était un jeu de mots mal placé, mais c'était... Donc déjà, l'intérêt de rester toute la journée, c'est que nos amis québécois vont répondre à un grand nombre de questions sur comment ça se passe là-bas et comment ils y arrivent. La réponse de l'architecte à Madame, je suis meusien aussi d'origine et j'irai même plus loin, c'est que une des plus belles gares TGV sur la ligne Paris-Strasbourg, elle est en Meuse parce que c'est la reproduction fidèle du profil d'un village. Je pense que c'est la plus intéressante de toutes les gares sur ce tronçon-là. Et effectivement, c'est en symbolique l'élévation d'un clocher. Et on a tous dans notre langage courant l'habitude de dire on va remettre le clocher au milieu du village, hein, histoire de dire on va reparler. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Je trouve ça génial. Petite parenthèse aussi pour reprendre ce qui a été dit là-haut par notre sénateur, c'était la Maison du Peuple. Moi, je me souviens quand même, c'est pas que de la littérature, mais que fut une époque au Moyen-Âge, en particulier autour de l'église ou des cathédrales, dans les recoins des contreforts, etc., il y avait du commerce, il y avait des choses, et dans la cathédrale ou dans l'église, il y avait aussi les poules, les vaches, il y avait un peu du monde. Donc tout ça, cet espace partagé, finalement, on le partage justement historiquement et culturellement depuis très longtemps. Après, comme chacun aime bien être à sa place et qu'on aime bien repositionner le clocher au milieu du village, on arrive souvent à des petits différends qui ne sont pas toujours aussi tranchés qu'on le pense. Et pour répondre simplement du point de vue technicien sur la division physique d'un bâtiment, on est aussi, il ne faut pas oublier,
en tout cas en Europe, on va dire en France, on va rester chez nous, sur un plan type de ce qu'on a comme représentation d'une église. Hein, le plan en croix, la nef, les bas-côtés, les chapelles, le chœur. Vous voyez, c'est-à-dire que on a cet héritage construit. Je dis bien, je ne vais pas parler des constructions après 1905, ça a été très bien rappelé. Et c'est vrai que dans le fascicule, aujourd'hui, l'expérience qui a été construite et réalisée sur notre territoire, elle a plus à montrer des réalisations qui finalement ne sont pas concernées autant que ça par le droit ou canonique ou la loi de 1905, mais c'est-à-dire que dans la construction des bâtiments, on a l'impression qu'il faut qu'on garde l'entièreté du volume construit, bâti, y compris avec ses bas-côtés, pour que ça continue à ressembler, je vais être simple, à une église. Mais c'est à nous aussi, nous architectes, on irait facilement à modifier des choses comme ça, et on a peut-être aussi cette clé à apporter, cette clé de voûte à apporter à cette construction, de transformation. Mais c'est aussi au kidam, au non-sachant, comme on dit, à essayer de faire aussi cet effort d'imaginer qu'on peut représenter les choses et on peut diviser un espace sans pour autant que ça affecte l'esprit du bâtiment. Mais c'est un chemin à faire, sincèrement. Et pas que de pèlerinage, le chemin. Merci beaucoup. D'autres avis sur rapide, parce que là, Oui, très rapide. On a dit, c'est juste titre, ça répond à deux propos. C'est que si l'affectation est exclusive, l'utilisation, elle peut ne pas l'être, dans le sens où elle peut être mise à disposition. On a le cas, évidemment, pour des concerts parfois. Et sur même invitation. Entre cultes, il arrive parfois que dans une église, dans un village où il n'y a qu'un seul lieu de culte et qui est affecté au culte catholique, et qu'il y a un membre du village qui se trouve d'une autre confession chrétienne, ce qui est généralement plus simple, on peut effectivement mettre l'église à disposition. Ça se fait, mais ce n'est pas une affectation partagée, c'est une mise à disposition. Et elle ne peut pas être exclusive, sinon on a un risque de perdre du coup l'affectation. Vous pouvez répéter le lieu, monsieur, s'il vous plaît? Fribourg, oui. Ensuite, oui. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, monsieur le père, merci de vos interventions, de la qualité de ce que vous nous avez apporté ce matin, du dialogue qui a déjà démarré grâce à vous. Je crois qu'on est en plein dans le sujet.